faut qu'il y ait une formation juridique. Oui, mais c'est vrai que les migrants, c'est pas comme les demandeurs d'asile ni les réfugiés. Chaque concept a son statut et c'est prévu dans les conventions et les instruments internationaux. Et même le fait de demander ce statut se distingue et les droits qui en découlent aussi diffèrent. Donc, mais quand je parle de réfugiés dans le cadre de la migration, c'est parce que les réfugiés, elles font pas. Le statut de réfugié fait partie aussi des migrants. Très bien, le statut de réfugié fait partie des migrants. Alors on en parlera. Même si c'est pas le même statut, même si c'est pas le même statut, c'est pas comme les femmes qui vont, ou bien les hommes qui vont à l'étranger pour travailler, mais en même temps c'est des migrants aussi, c'est des migrants et des migrantes. Et pour la question de l'intégration. Alors pour la question de l'intégration, c'est par rapport au spectacle pour les migrants, donc la discrimination, les inégalités, elle a été mentionnée, donc les inégalités, être femme, immigrante en même temps, etc. Voilà, exactement. Très bien, on prend la deuxième vague. Oui, I just want to, I would like to add something about the role of civil society in integration. And I'm going to maybe focus particularly in the north of the Mediterranean, like in Europe. I can say that all EU countries have democratically elected representatives. Members of parliament, mayor, local elections, and you have local representatives. I believe that the role of civil society should also be about advocacy. You work on the ground, but you need to make this voice of the ground reach the ones who are making the decisions that we all pay for. So never forget this. You do a training, you do a project, try to send it to the member of your local community in the parliament. Try to reach out to decision makers who are unfortunately in most of the case detached from the reality on the ground. Thank you. Thank you, Rasha. We will take the second group of questions. So who wants? Yeah, please. Thanks, Anis. I'm Necdet Salam from Turkey. I'm one of the head of network in Turkey. I would like to thank Mr. Capozzo for organizing this wonderful meeting. I want to share some issues related to women in Mediterranean area and Middle East. In Turkey, we have 5 million migrants from different countries, including Syria. For example, in Istanbul, there are 1 million immigrants living in Istanbul. Can you imagine about the cost of the 5 million immigrants living in Turkey? In 3 years, the cost was $25 billion. $25 billion. It's a huge amount. I would like to share some experience for migrant women, how they survive in Turkey. You can imagine there are 3 million migrants. It was 4 million, we sent 1 million to Europe. Now we are controlling border and we will not send to them Europe again. Last 3 years, there are 800,000 child born in Turkey. 800,000 child born. Another duties for migrant women to survive in these countries, having babies to survive to next generation. Because if they born in Turkey, they are getting Turkish citizenship. That's why each family, immigrant family, has a child in Turkey. So the second duty is for migrant ladies to care of that child. You know,
it is very difficult to survive yourself. If you have a baby, you have more duties. And also the mentality about Syrian people. A man always says, I don't have money, I have a daughter. It means my daughter can marry a rich older Turkish man. So we should change the mentality. You know, the migrant woman has difficulties to survive. And we are giving more duties to them to continue the next generation. Thank you very much. Thank you, Necdet. And I know that the Turkish network make a lot about the immigration and one day how immigrants live. One day you have a big project and big program on it. Yeah. And also we developed a Monopoly game in the center. You know the game. It's about immigrant journey. We will show later. Thank you. Congratulations. So, ici on a... Bonjour, moi je m'appelle Nora, donc je voulais juste reprendre. Je voulais juste reprendre un petit peu ce que disait Nora Arad. Donc je suis Nora, photographe féministe de l'association AUSA, Arab Women Solidarity Association. On défend le droit et les images des femmes originaires du monde arabe et on est complètement solidaires en effet des femmes migrantes. Ce qu'on a fait à Bruxelles, c'est que, parce que cette association se trouve à Bruxelles, on a pris en photo des camps, c'est presque le mot, mais des endroits où les femmes sont réfugiées. Il faut voir dans quel état sanitaire elles se trouvent. Il faut voir dans le manque de sécurité à laquelle elles sont exposées. Certaines femmes font même des douches toutes ensemble pour ne pas être agressées. Alors moi je pense sincèrement qu'on vit une grande période de destruction. Quand je parle de destruction, c'est plutôt de déconstruction, on va dire. Une déconstruction mentale, c'est-à-dire qu'on va vivre un vrai siècle de migration, et ça va changer. Et là, il faut que nous, on commence à déconstruire aussi notre façon de penser. Il faut qu'on forme des gens à accueillir. Il faut qu'on comprenne par quoi ces femmes passent, c'est-à-dire que du moment où elles quittent leur pays, au moment où elles arrivent en Europe, la plupart du temps en Europe, la violence ne les quitte pas. Elles sont en permanence dans un état de paranoïa et c'est bon pour personne, ni pour leur santé, ni pour l'atmosphère sociale, on va dire. Donc moi je pense que c'est super important de commencer à penser, vraiment à faire des vrais lieux d'accueil, à vraiment former des gens pour ça, à penser à la sécurité des femmes. Et puis la deuxième chose, je voulais aussi rendre hommage à votre travail cinématographique, parce que je pense que c'est avec les petites histoires qu'on fait la grande histoire. Donc c'est bien de ne pas les oublier. Et que dans le mot migrant, ce sont des êtres humains. C'est pas juste grouper des gens comme ça en disant que ce sont des migrants. Non, il est temps d'humaniser tout ça, il est temps qu'on se connecte et ça passe vraiment par une vraie déconstruction, je pense, et le féminisme, bien entendu. Merci. Merci beaucoup, madame. Y a-t-il d'autres interventions? D'autres maintenant? Non, toi, Rafir, tu as une intervention? Très bien. Pas tout de suite. Ok, il n'y aura pas d'après. Ok. It's me again. I just wanted to add to that point. We were talking earlier, Nora, about humanity and migration. And sometimes we forget that to be human is to migrate. We're actually a migratory species. We've been doing it for thousands of years. And it's actually one of our greatest strengths. That's why we're so formidable on the planet. And I think in terms of tolerance and bridging the gap, when you see immigration and emigration as a symbiotic narrative, when you bridge the two, it really helps for people to overcome their prejudices. In Ireland, we have the biggest diaspora in the world, 70 million Irish around the world. I have no tolerance for racism in Ireland because of our background, but it exists. And when you make the point to Irish people, we weren't welcome for centuries. So we have to welcome people now, but it's that bridge, it's seeing the common narrative of migration. It flows both ways. And through telling both narratives, there's greater tolerance. Merci beaucoup. Notre intervention, des idées avant
Merci, oui. Ici. Hello, my name is. Can you hear me? My name is Lot. I'm from Sweden. We were discussing, so I will say this now. In Stockholm, where I live, we have problems in one of the big suburbs that immigrant women who have lived in Sweden for many years are complaining that when they start to live like a Swedish woman, you know, sitting on their terrace, having a glass of wine, etc., the men, the immigrant men living there are attacking them. And also, the possibility of moving around freely in these suburbs, even I feel it if I go to one of them, that the men are like occupying public space, they're occupying the cafes. I wouldn't dare to go inside, but you had the same experience in your country. So I'm thinking the Swedish men should do something for the immigrant men and say that this is not the way we do it here. Because it's very much work for a woman to do that, on top of feeling aggressed and scared, because we are actually the weaker sex, and men are, you know, a threat to us. So in Sweden, I wish for Swedish men to take action. So that's it. I would just hello, I'm Mateja Jamnik from Slovenia. I would just like to correct a little bit. No, I didn't tell I have the same experiences in Slovenia, but when I was a few months ago in Molenbeek in Brussels, when I went to take a coffee, and there in that place I couldn't see the bar where would be any woman sitting in the terrace having coffee, only men. And when I sat down, everyone was looking at me like I'm doing something wrong. And I really drink really fast that coffee, and I move further then. And what we actually discussed is that actually men should help us, that we are not strong enough, you see, because we said, for example, if we would organize women together and we would go even every day to sit there, we wouldn't be enough strong to change the habit. So the men should help us, not, we can't do it for ourselves. Yes. Yeah. Madame Cousina, ici. Yes. Ici. Merci. Depuis 2004, nous avons initié un concept qu'on a commencé à le faire au Maroc, c'était des caravanes de sensibilisation à l'égalité et à la citoyenneté. Et en 2004, on a commencé à la faire en France, en Espagne, en France et en Belgique. Et c'était organisé avec les associations en France en partenariat, et au Maroc, et aussi on a fait adhérer l'Algérie et la Tunisie. Et c'était un travail de proximité, donc de dialoguer, d'échanger, d'ouvrir, de donner la parole publique à des femmes d'origine marocaine, tunisienne, etc. Et aussi de faire adhérer les jeunes garçons et filles venant du Maroc, qui échangeaient, garçons et filles, qui échangeaient avec les garçons et filles aussi. Et des hommes aussi qui venaient, qui échangeaient avec eux. Donc je pense que cette question, c'est toute... est-ce qu'il y a une volonté politique? Une volonté politique à ce que l'immigration, c'est pas de passage. Ils vont rentrer chez eux, on les laisse vivre en communauté. Aujourd'hui, on voit que c'est pas possible. C'est une première et deuxième génération. En plus, on est maintenant dans la mondialisation. Dans la mondialisation, et il y a des valeurs qui sont universelles. L'universel, c'est le respect de la dignité, de l'égalité, de la liberté, de l'égalité entre hommes et femmes. Et ça, c'est tout un travail à faire. Un travail à faire, on peut rendre compte des perceptions, des représentations, et à travailler à comment déconstruire. C'est pas, même l'intégration, c'est un mot qui dit que l'autre, il va
s'oublier, est-ce que nous on est parfait, etc. C'est des tas de questions, que ce soit au niveau du concept, que ce soit au niveau des méthodes. Nous avons constaté que le mouvement féministe et les associations féministes en France, en Espagne, etc., travaillaient entre elles. Il n'y avait pas tellement, quand on a commencé en 2004, il n'y avait pas tellement des femmes d'origine arabe ou maghrébine. Et on ne travaillait pas avec les autres, on les a laissées seules à se confronter à radicalisme, même parfois violent, et vous vous rappelez de toutes les scènes en France, etc. Donc, il a fallu que, et les politiques qui sont responsables de cette situation, parce que si les populations qui viennent avec leur bagage, avec leur représentation, avec leur richesse, avec leurs défauts, avec aussi leur valeur ajoutée, comment faire de façon à ce que faire émerger, à valoriser aussi leur culture, parce que c'est une culture aussi très riche, et il faut qu'ils la connaissent, ils ne la connaissent même pas aussi, ils ne connaissent pas l'histoire. Ce qui fait déjà pour que le dialogue soit possible, il faut un certain relativisme. Et le relativisme, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas la connaissance de l'histoire de l'autre. Et l'autre aussi, s'il ne connaît pas son histoire. Donc apporter déjà la connaissance, c'est amener à relativiser que notre société est une société qui évolue et que les valeurs évoluent. Et que de plus en plus, l'homme, les hommes ou les femmes aspirent à une liberté, aspirent à ce qui est universel aujourd'hui partagé, ce qui sont les valeurs égalité, etc. Donc c'est tout des démarches et des stratégies à adopter, mais il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Merci Madame Chauzière pour cette explication très difficile. Je donne la parole à Lubna, notre coordinatrice du réseau italien, du réseau mauritanien, Esther, et puis on revient à notre amie Sylvie. Bonsoir à tous. Alors moi je voudrais juste rebondir et apporter un petit témoignage personnel. Je viens de la Mauritanie. Je n'ai pas le type mauritanien, mais je suis d'origine libanaise. Il y a un peu plus d'un siècle, mon père est né au Sénégal. Mon grand-père est arrivé dans les premiers bateaux du Liban vers l'Afrique. À cette époque-là, on ne parlait pas d'immigration, on ne parlait pas de stéréotypes de l'immigration, on ne savait même pas ce que c'était. On parlait de personnes qui venaient, qui voyageaient. Les Phéniciens étaient les premiers voyageurs. On ne parlait pas justement de tous les mauvais côtés de l'immigration dont on parle maintenant. Je pense que tous ces stéréotypes de l'immigration vont avec le développement de ces sociétés occidentales, avec le progrès et le développement. Ce qui est paradoxal. On devrait plutôt aller de l'avant, mais on va en arrière. Et moi, quand on me pose la question, on me demande d'où tu viens. En général, les personnes répondent par une seule phrase. Moi, je réponds par 4 phrases. En fait, parce que je me sens citoyenne du monde. Donc, je dis, je suis d'origine libanaise, je suis née au Sénégal, j'habite la Mauritanie, et effectivement, j'ai différentes nationalités, et je ne comprends pas tous ces problèmes liés à l'immigration d'aujourd'hui. Un modèle, peut-être qu'on devrait prendre exemple des pays où une partie de ma famille a immigré, le Canada. Le Canada est un exemple d'intégration et un exemple d'intégration de l'immigration. Des collèges, mes sœurs travaillent dans des collèges justement où les immigrés sont pris en main. On ne parle pas d'immigrés, on parle de citoyens, on parle de citoyenneté. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir sur ces questions-là qui sont essentielles. Merci Lubna, donc citoyenne du monde, et en effet, chaque fois qu'on parle avec Lubna ou qu'on travaille ensemble, on sent un peu des tendances
mauritanienne avec un air libanais et des profondeurs sénégalaises. Donc merci beaucoup Lubna pour toute cette richesse que tu portes en toi et pour tout ce monde-là que tu portes en toi. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je donne la parole à Esther parce qu'elle m'a obligé de le faire. Comme j'avais demandé la parole à Fouzia, à Souli, pourquoi? Parce que parmi les expériences, celle de la caravane, je vais commencer elle en a parlé, mais ce qui était intéressant, c'est que notre amie Assumption Muera, elle avait un grand programme, le programme Méditerranée et droits des femmes, dans la région de Madrid, 132 villages, beaucoup d'argent, et vous savez l'immigration marocaine très forte dans ses... Elle ne savait pas comment se comporter, elle est très féministe. Alors en demandant aux féministes marocaines de venir parler aux femmes marocaines présentes en Espagne, et elles sont venues avec toute leur intelligence et leur force, et des cassettes qui présentent en berbère, en arabe, en français, les changements du code de la famille. Et c'est parce que les femmes qui vivaient en Espagne, ça a été le même cas quand elles sont venues à Lyon et à Marseille, les femmes marocaines, elles étaient plus en retard que les femmes marocaines dans leur pays. Elles étaient, pour défendre leur identité, elles étaient restées dans la tradition, mais la tradition la plus, parfois un peu rétrograde, c'est pas un jugement de valeur. C'est comme ça. Mais c'était quelque chose d'important qu'elles voient qu'au Maroc, il y avait un changement, que ça évoluait, et que c'était pas... elles ne reniaient pas leur nationalité et leur pays en étant vers la modernité. Voilà. Ensuite, moi j'ai beaucoup appris des femmes marocaines qui ont fait ces caravanes, parce que déjà dans ces pays, elles ont dit attention à la montée des intégrismes religieux et des islamismes. Il y a eu l'Algérie, et vous allez avoir en France les mêmes problèmes, parce que dans les cités, elles allaient taper aux portes, elles montaient dans les étages et tout ça, ce que nous ne faisons plus. Et elles ont dit attention, on voit des filles et des garçons jeunes qui nous disent vous êtes habillés trop court, vous faites ça, tout devient péché. Je ne veux pas dire le mot, je le dis en français, péché. Et c'est très important d'avoir cette solidarité et ce double regard, parce que depuis tout à l'heure, le professeur Cédric Lamnech, il dit toujours les Occidentaux, les Occidentaux. Pour nous, il n'y a pas un point de vue d'occidental, il y a un point de vue de femme à homme. On ne défend pas la culture occidentale. Il y a le respect des cultures, le dialogue des cultures. Mais nous défendons, Fouzia et moi, Assumption et moi, nos amies algériennes et nos amis de différents pays, ce qu'on appelle l'universalité des droits. Certaines prennent le relativisme culturel dans le sens où elles disent c'est notre culture. À Nairobi, par exemple, les femmes africaines, la plupart ont dit ne regardez pas sous notre culotte. On est excisé, c'est pas votre problème. Maintenant, il y a un grand changement en Afrique. La question de l'excision est une question essentielle. Cela n'a rien à voir avec l'islam, l'excision. Je dis ça par rapport à notre amie journaliste italienne. C'est pas l'islam, l'excision. C'est autre chose, d'accord? Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a 90% des petites filles en Égypte qui sont excisées. C'est pas moi qui donne ces chiffres. C'est des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et quand j'ai posé cette question à Tunis, à des démocrates qui étaient les chefs de file de la révolution égyptienne, ils nous disent que cette question n'est pas l'ordre du jour de la démocratie et de la société égyptienne. Je vous dis ça parce que c'est une question. Toujours les questions des droits des femmes sont toujours à la baisse. Alors l'intérêt de cette caravane, c'est justement de montrer dans l'immigration, parce que souvent les personnes et les travailleurs sociaux ne savent pas comment se comporter avec des personnes, ils ne veulent pas les choquer, ils ne veulent pas qu'on les traite de racistes. Ou en France, en ce moment, on nous traite d'islamophobes tout le temps. Dès qu'on dit quelque chose, on est islamophobe. Alors à la fin, non. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas... Je ne parle pas de façon différente. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je voulais parler de la caravane avant même qu'elle en parle, parce que j'ai dit. Dernièrement, par contre, il faut être... Moi, je suis profondément optimiste, mais sachez que la réunion des femmes migrantes en France, notre réseau dont elle a parlé, on a toujours fait ça à l'hôtel de région. Et on a toujours invité les Algériennes et les Marocaines. À l'époque, elles nous disaient, nous n'avons pas de femmes migrantes dans nos pays. Il y en a beaucoup qui sont arrivées, donc elles ont les mêmes problèmes. Mais même les femmes sans papier ont parlé de la tribu des institutions. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Parce que nous avons la droite, nous avons l'extrême droite, nous avons les populismes qui sont majoritaires dans nos pays. Et les femmes migrantes, on ne veut plus les voir. On ne nous donne pas d'argent, on ne veut pas qu'on soit là. Et nous, on doit faire tout le travail. J'ai rien contre aller faire des permanences juridiques, continuer le marrainage. Mais tout ça, c'est sur notre santé, sur notre vie. Pourquoi le travail, le militantisme des femmes n'est pas financé? C'est toujours nous qui devons faire du bénévolat. Nous ne sommes pas des sœurs
de l'Église catholique ou des personnes de l'assistanat. Nous avons un combat politique, et ce combat pour l'égalité politique, hommes et femmes, c'est pas uniquement de l'assistanat et du bénévolat. Ça nécessite du professionnalisme, ça nécessite du temps, et ça nécessite de l'argent. Et c'est pour ça que nous allons faire plein de projets européens jusqu'à ce que nous obtenions de l'argent. Parce qu'on a marre de tout faire en silence, dans ce secret. La voix des femmes, ça nécessite des moyens. Voilà, je suis content que tu m'obliges à votre période. Donc, on salue vraiment le militantisme de Esther et une source d'inspiration pour nous. Bonjour, monsieur Sédic, puis madame. Oui, la parole. Oui, micro, s'il vous plaît, micro. Micro, s'il vous plaît, micro. Non, derrière. Alors, on donne la parole à M. Sédic, ensuite madame, et on clôture avec M. Regardez, c'est vous. Le chimiste. Le chimiste, oui, Kémia. Kémia, vas-y, la parole est à vous. Merci pour la prise de parole. D'abord, j'aimerais féliciter Esther et la remercier vivement pour l'organisation de ce colloque et la qualité à la fois organisationnelle et la qualité des intervenants. Donc, merci Esther. Là où peut-être on diverge un petit peu, je ne me positionne pas d'une manière distanciée face aux Occidentaux, dans la mesure où moi-même je me sens totalement occidental. Ce n'est pas du tout la question de mon propos. Simplement, et je rejoins la collègue, je crois, marocaine, qui parlait de la question de la mémoire et de l'histoire qui doit être partagée. L'exigence que je pense qu'on devrait peut-être s'imposer à tous, nous en Occident, nous qui sommes finalement dans des nations plus avancées, plus riches, plus rayonnantes d'une certaine manière. Une exigence qu'on devrait s'imposer peut-être d'une manière un peu plus démultipliée par rapport aux autres qui sont dans des situations un peu plus faibles. Un exemple très précis, sur la question de la mémoire, pour rejoindre ma collègue marocaine. On constate en France, principalement, que la question du récit de l'histoire, la question de la mémoire de cette immigration, est totalement déniée aux populations, comme si c'était des hommes ou des femmes sans nom. Je reprends bien sûr la question de la colonisation française en Algérie, 132 ans, avec des exactions extrêmement fortes, qui ont déstructuré toute une société, et qui, paradoxalement, à travers l'histoire, a fait venir cette population qui avait fait la guerre pour ne pas être français, pour ensuite immigrer chez d'anciens colonisateurs. Cette question de la mémoire, depuis 50 ans,